Bonjour à tous, ravi d'être avec vous en cette fin de journée pour aborder un sujet, vous allez voir, qui est finalement assez riche, assez dense, celui de la gouvernance et de ce que Marlène et moi appelons justement, ou en tout cas allons tâcher de vous faire découvrir, ce qu'on pourrait nommer une gouvernance innovante. Donc je vous présente d'abord Marlène. Marlène, bonjour. Bonjour. Voilà, Marlène, entre autres, une expérience très, très fournie, mais entre autres est board advisor dans un certain nombre d'entreprises et auprès du collège du dirigeant, structure que j'anime depuis quelques temps. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans le sujet, le temps que nos amis, peut-être auditeurs, puissent se joindre à nous. Et je laisse tout de suite peut-être la parole à Marlène pour finalement nous parler justement de cette thématique. Merci Jérôme. Juste pour enchérir en fait sur ce que tu as dit, donc moi, pour être honnête, en fait, je suis venue assez tard aux questions de gouvernance parce que j'ai travaillé beaucoup dans un grand groupe et dans les groupes, en fait, ces questions de gouvernance, ce sont des groupes dédiés. Mais bon, maintenant, je suis beaucoup plus accompagne des entreprises de structures plus petites et je me suis rendu compte en fait de l'importance et de la criticalité en fait de ces questions de gouvernance, particulièrement dans un environnement très changeant, mais ça on y reviendra. Donc avec Jérôme, on a 10 slides, on a un zeste de théorie, quelques tips à partager et beaucoup d'histoires à raconter. Et j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez quelques éléments de réflexion pour vous accompagner dans votre structuration de gouvernance. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, donc un petit rappel rapide sur ce que c'est la gouvernance, ce qu'est la gouvernance. Donc, c'est l'ensemble des règles, des processus et des pratiques par lesquelles une entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Et là, on va vraiment s'intéresser à la façon dont les décisions stratégiques sont prises, comment elles sont mises en œuvre pour évidemment délivrer une performance optimisée et une gestion des risques optimisée également. Et donc, on va s'intéresser à comment on peut l'organiser différemment de façon à délivrer en fait ces objectifs-là. Alors effectivement, il y a une granularité qu'on va voir tout à l'heure, mais peut-être aussi pour mettre dans le contexte et en perspective notre sujet d'aujourd'hui. Bah, c'est le sujet évidemment de la complexité, hein, de la technicité du monde dans lequel on vit, dans lequel les dirigeants évoluent. Et donc j'ai coutume de dire que, entre guillemets, hein, au XXe siècle, le dirigeant devait être un bon gestionnaire et un expert sectoriel. Et aujourd'hui, il doit être bien plus que ça, voilà, compte tenu de cette multitude de couches de complexité autour de lui auxquelles l'entreprise et le dirigeant particulièrement doivent faire face. Donc, derrière, c'est un certain nombre de choses qui s'imposent à lui, une forme parfois de solitude dans les prises de décision, et donc un contexte qui est celui de la gouvernance, qui devient finalement d'autant plus important de nos jours qu'il pouvait peut-être l'être il y a 40 ou 50 ans. Et donc, pour illustrer ça, parce qu'en fait, on Oui. parle beaucoup d'environnement VUCA, mais donc, qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Juste pour illustrer, donc si on passe au slide d'après. Donc, ce que vous voyez sur ce slide, en fait, ce que j'ai fait pour préparer ce webinaire, je suis allée sur ChatGPT. Donc, si vous n'avez pas un compte ChatGPT, créez un compte sur ChatGPT pour saisir la richesse et le changement en fait que ChatGPT peut impliquer. Et donc j'ai simplement tapé dans la recherche pourquoi mettre en place une gouvernance innovante dans les ETI. On va évidemment pas avoir, donc c'est ce que vous voyez sur l'écran à droite, on va évidemment pas rentrer dans le détail, mais si vous lisez les premières lignes, vous voyez que en 2 minutes même pas, ChatGPT ressort une réponse extrêmement structurée, argumentée, enfin, c'est extrêmement impressionnant. Euh, donc, voilà, une illustration, si vous n'aviez pas eu l'occasion de le voir, de la richesse et de la force en fait de l'IA générative. Et à gauche, ce que vous avez, c'est là, en fait, la rapidité d'adoption de cet outil. Donc, vous avez comparé sur le graphe le nombre de jours ou d'années qui ont été nécessaires pour différentes applications pour attirer 1 million d'utilisateurs. On part de Netflix à 3,5 années et ChatGPT, ça s'est fait juste en 5 jours. Donc, voilà l'environnement en fait, auquel on est tous confrontés. Euh,
moi, j'utilise ChatGPT assez fréquemment et ça me pose des questions sur moi-même et ça me pose des questions en fait sur comment les entreprises peuvent gérer ce phénomène. Et donc, on a un sondage en fait à vous proposer, un premier sondage qui va apparaître. Voilà, qui apparaît normalement sur la fenêtre droite de votre ordinateur, de votre donc vous pouvez répondre, vous avez tout à fait du temps pendant cette présentation et on regardera effectivement les réponses un peu plus tard, plutôt en fin de présentation. En tout cas, merci d'y contribuer par vos réponses. Et Donc pour effectivement, vas-y. sur ce slide-là, deux petits exemples en fait ou deux petites anecdotes. Dans un grand groupe immobilier, la semaine dernière est parti un mail à tout le groupe émis par la direction des systèmes d'information et par la direction financière, disant aux employés, un groupe de réflexion a été constitué pour comprendre comment est-ce que ChatGPT doit être utilisé dans les usages de tous les jours. Et on a exactement le même mécanisme ou le même groupe de travail qui s'est constitué dans un cabinet de conseil assez renommé, parce qu'effectivement, ça bouscule complètement leur pratique. Donc, c'est le genre de choses en fait que vous pouvez voir, de phénomènes qui, tout de suite, pour des structures très importantes, dans les structures plus importantes, peuvent les prendre à bras le corps. Exactement. Donc, c'est une magnifique illustration, effectivement, de comment le dirigeant d'une entreprise est bousculé en permanence par l'innovation, c'est le cas ici, et par plein d'autres sujets. D'où ce contexte important de se dire, voilà, quelle gouvernance autour du dirigeant pour l'entreprise. Alors finalement, on s'est posé effectivement avec Marlène et on s'est dit, bon, la gouvernance que tout un chacun connaît, hein, c'est la gouvernance, on va dire, réglementée, classique, celle qui est statutaire, celle qu'on voit à droite là sur l'écran, donc des organes statutaires. Donc vous avez une entreprise, voilà, vous pouvez effectivement décider, c'est parfois tenu et obligatoire suivant un certain nombre de critères, d'avoir par exemple un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, d'une certaine manière, qui peut prendre d'autres formes et qui peut être aussi doublé d'autres types de structures, des conseils de rémunération, des comités voilà, X et Y, sont évidemment très impactants pour la vie d'entreprise, pour la manière dont les décisions sont prises. Et on sent que parfois, voilà, le dirigeant va être dans un contexte et même une certaine forme de pression, je dirais, à l'intérieur de son organe statutaire. Et puis de l'autre, on a une autre forme qui n'est pas une gouvernance, mais qui est une manière finalement de s'entourer aussi, qui est finalement au gré du réseau du dirigeant. Donc ce réseau, il est multiforme. Il peut prendre la forme d'organisation syndicale, professionnelle, sectorielle, de fédération. Il peut prendre la forme de clubs beaucoup plus anodins, si je puis dire, ou de clubs régionaux, pourquoi pas. Mais c'est aussi parfois, évidemment, une manière de revoir parfois des anciens collègues, des amis d'école ou de fac, et donc de s'entourer et d'avoir par ce biais-là le sentiment effectivement de pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc on est vraiment aux deux extrêmes d'une certaine manière, avec d'un côté un univers écoutez, totalement dérégulé, naturel, un flux de contacts informels, et de l'autre en revanche une structuration extrêmement formelle avec une responsabilité légale des advisors, des membres, pardon, des administrateurs, en tout cas de membres du conseil d'administration. Donc voilà, deux modules très très différents, sachant qu'évidemment toute l'idée est de se dire, voilà, est-ce qu'il n'existe pas finalement des chemins un peu intermédiaires, on va l'aborder aussi. Oui, on a besoin de chemins intermédiaires, peut-être parce qu'en fait, quand on regarde ces deux modes, ils sont très différents, comme l'a expliqué Jérôme, et en fait, il peut y avoir des angles morts dans le service ou dans l'aide et le support en fait qu'elles permettent aux dirigeants. Donc, ce qu'on a listé dans ce tableau, c'est 3 critères de qualité que vous voyez, qui permettent de consolider une bonne gouvernance et un bon support à l'aide à la décision. L'indépendance, la neutralité. Est-ce que les conseils, les avis sont, est-ce que c'est fait en toute objectivité et est-ce qu'ils sont exprimés dans l'intérêt de la société? L'expertise et l'ouverture. Il faut avoir un conseil ou un avis de personnes qui ont des compétences et qui ont des compétences dont le dirigeant a besoin. Et on a vu auparavant, avec l'exposition de l'environnement, que ces expertises, elles peuvent être à la fois très pointues, mais elles peuvent être également très larges, puisque maintenant la complexité fait que
on doit s'intéresser à des tas de domaines différents. Et une fois qu'on a ces ingrédients-là, l'indépendance et l'expertise, est-ce qu'on a la capacité et l'intelligence collective de capitaliser dessus? Donc, comment est-ce que l'engagement se structure? Est-ce que ces compétences qui sont là, elles peuvent effectivement, elles ont l'espace et la structure pour pouvoir s'exprimer? Donc, quand on reprend ces trois critères et quand on met en face les différents modes d'organisation, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent marcher, pas marcher. En tout cas, il y a ce que j'appelais des angles morts. Alors, c'est vrai que… Vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Juste au niveau du réseau, et après je te laisse la parole, au niveau du réseau, vous allez voir, en fait, c'est très variable. En fait, c'est comme c'est informel, ça va dépendre beaucoup de la personne, du rôle et de la relation. Et au contraire, en fait, au niveau de l'organe statutaire, l'organe statutaire, il est là, le conseil d'administration, il est là pour représenter l'intérêt de l'actionnaire. Il y a une relation de décisionnaire et une responsabilité une répartition de la responsabilité qui est différente entre les organes statutaires et les dirigeants, qui font que sur ces trois critères-là, l'engagement et l'intelligence collective, en fait, peuvent ne pas être très fluides. Pardon, Jérôme, je te… Non, non, mais c'est tout à fait cela. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples en tête et peut-être pour en illustrer quelques-uns. Alors, l'indépendance, la neutralité. Alors, quand on regarde du côté réseau, on rencontre, nous, des dirigeants presque tous les jours avec qui on dialogue et qui nous disent « Mais moi, je suis déjà très entouré, j'ai une gouvernance formelle et puis j'ai une gouvernance parfois informelle. » Et quand on les questionne et qu'on dialogue avec eux, ils nous disent « Bah voilà, par exemple, moi, j'ai mon copain de promo, je ne sais pas, d'HEC, voilà, qui est à mes côtés régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, quand j'ai une question, et qui m'épaule. » Donc ça, on est dans une forme de réseau, effectivement, de relations personnelles, in situ personnées, et ça marche, et c'est très bien. Ça a aussi parfois, si je puis dire, ses limites, parce que d'abord, on peut à la fois tout dire entre amis et parfois on ne peut pas complètement non plus tout se dire. Et puis parce que parfois les enjeux vont évoluer et il se trouve que voilà, cette relation était formidable sur tel enjeu, elle est peut-être moins légitime sur un autre et il devient beaucoup plus délicat, le cas échéant, de s'en séparer. Et quand on regarde cette fois du côté plus conseil d'administration, de manière plus statutaire, ben là, c'est évidemment d'autres exemples qui nous viennent en tête. L'intérêt de l'actionnaire, évidemment. Alors, l'intérêt de l'actionnaire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être un actionnaire extérieur, investisseur, ça peut être l'actionnariat familial. Et là, on a rencontré évidemment beaucoup d'entreprises familiales. Et quand on parle d'entreprises familiales, parfois de la troisième génération, eh bien, on a au conseil parfois des oncles, des cousins, etc., etc. Donc, il y a des sujets qu'on va peut-être parfois aussi plus de mal à exposer en conseil, un sujet patrimonial, un sujet de transmission. Voilà. Donc, il y a peut-être des sujets d'ordre stratégique qu'on va aborder et puis d'autres qu'on va plutôt mettre sous le tapis. Des doutes, voilà, quand un dirigeant a un doute. Moi, j'ai participé à un conseil d'administration où le dirigeant avait émis de sérieux doutes sur sa propre stratégie. Je veux dire, il s'ouvrait très fortement sur sa stratégie. Voilà, et les actionnaires financiers voilà, ont considéré qu'il n'était plus l'homme qui pouvait tenir la barre de son entreprise. Vous voyez, donc les conséquences peuvent être assez fortes. Donc, à chaque typologie, évidemment, ses avantages, ses contraintes et ses limites. Quand on regarde la question de l'expertise, c'est un sujet toujours très intéressant. Le premier réflexe des dirigeants est de s'entourer d'experts, et ils ont raison. Mais là aussi, dans le cadre d'une gouvernance, est-ce bien une expertise sectorielle dont le dirigeant a besoin? Le réflexe naturel, c'est effectivement de s'entourer de pairs, de quelqu'un qui a peut-être travaillé 40 ans dans ce secteur-là, qui va apporter sa vision complémentaire. Le sentiment, c'est peut-être que ça dégage parfois une forme d'entre-soi. Donc, on va rester effectivement dans un univers effectivement qui est celui du secteur et on ne va pas être en revanche dans un univers plus d'un partage d'expérience ou d'un point de vue un peu plus global, un peu plus large. Ouais. Donc, il y a toujours des prismes qui peuvent être assez différents. On peut regarder aussi un autre sujet, c'est l'exemple par exemple d'une clinique privée qui avait des sujets vraiment sur son orientation, sa croissance à venir, son positionnement sur le marché. Le réflexe a été de prendre un cabinet de conseil. Derrière, ils ont été effectivement face à des jeunes à la tête bien faite qui sont arrivés, qui l'ont remis effectivement quelques semaines plus tard un rapport, mais finalement ils savaient déjà un peu tout
Ce rapport leur a pas appris grand-chose et finalement, c'est pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient pas finalement un résultat d'expertise. Ils attendaient finalement une relation de confiance qui se bâtit sur le long terme, sur lequel il peut y avoir des échanges et justement une intelligence collective. Et là, il n'y avait pas eu cet effet d'intelligence collective. Donc les exemples sont assez pléthores. Et le dernier point, qui est celui qui est mentionné là dans l'angle droit, qui est une répartition des responsabilités avec un CA qui décide et un dirigeant qui instruit. Vous voyez, ça me rappelle un peu notre constitution, où on a un président qui décide, un Premier ministre qui déroule d'une certaine manière. Donc on voit que ce n'est pas forcément l'attitude souhaitée par les dirigeants qui ont besoin d'avoir les mains libres et qui ont besoin d'y voir clair quand ils prennent leurs décisions. Voilà. Or, il y a des contextes où finalement, c'est le conseil, in fine, pour un certain nombre de choix forts, des choix stratégiques qui finalement décident et le dirigeant qui doit appliquer cela. Donc, ça pose effectivement un certain nombre de difficultés qui nous obligent, nous tous, à réfléchir effectivement à d'autres formes aussi peut-être de gouvernance un peu plus innovantes. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, une autre option, c'est donc l'advisory board, en fait donc structuré sur mesure. Il est hors du cadre réglementaire et la façon dont il est structuré permet d'assurer de l'indépendance et d'expertise ad hoc. Donc, un advisory board, encore une fois, c'est du sur-mesure. Ici, ce sont simplement des exemples, mais c'est ce que l'on a tendance à voir. Un advisory board peut être constitué de 3 advisors que le dirigeant choisit. Et que le dirigeant choisit donc, en fonction des enjeux qu'il a en tête. Et ces advisors-là, du coup, sont indépendants et ils doivent, pour préserver cette indépendance, s'engager à le rester. Si on voulait s'engager encore dans cette gouvernance-là, donc on a la possibilité, ou vous auriez la possibilité de sélectionner sur des compétences qui sont élargies, puisque, comme le disait Jérôme, il est important de s'ouvrir à d'autres domaines pour cerner tous les risques et tous les voilà, pour bien assurer la performance. Et les modalités, elles peuvent être définies encore une fois sur mesure, l'engagement, la durée, la fréquence de réunion, les modes de collaboration, et ça on y reviendra, et les modes de communication. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la main du dirigeant. En termes d'engagement et d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est au cœur de la démarche, mais qu'il a besoin d'être structuré et animé. Et donc, pour ça, on va pouvoir développer un petit peu plus en partageant des tips ou des best practices que l'on a pu constater autour de nous. Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'expertise, d'ouverture, je pense que le terme effectivement de compétences élargies, et d'alignement aux enjeux identifiés est un point effectivement, assez important. On voit qu'on a un certain nombre de sujets qu'on peut aborder. Je pense à celui typiquement effectivement de la transmission, qui implique, beaucoup d'éléments, différents et qui là ne nécessitent pas forcément, je dirais, une expertise typiquement sectorielle, mais vraiment un rapport à l'expérience que certains ont pu avoir effectivement d'une transmission intergénérationnelle, de comment la préparer, de comment vivre et sortir d'une transmission. Voilà, donc il y a plein de points, des points différents. Je prends un deuxième exemple qui est celui de l'univers des risques, notamment des risques extra-financiers. Aujourd'hui, l'entreprise est confrontée à beaucoup de risques. On pense aux risques cyber, aux risques environnementaux, sanitaires, et il y en a bien d'autres. Finalement, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une personne qui peut caractériser complètement l'ensemble de ces risques. Donc, voilà, vous avez été, pour certains là d'entre vous, vous nous faites quelques commentaires en disant qu'il existe effectivement d'autres formes comme des conseils de famille pour les entreprises familiales, des conseils scientifiques pour les biotech, et vous avez tout à fait raison. Il existe par exemple aussi des comités des risques qui permettent effectivement de circonscrire l'ensemble des risques auxquels une entreprise est peut-être confrontée, ses équipes, les salariés, et donc du coup d'avoir un regard vraiment à 360 portées qui ensuite va permettre à l'entreprise de décider soit si elle s'équipe en interne, soit si elle se structure en externe pour effectivement anticiper ou réagir à un certain nombre de risques auxquels elle est confrontée. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de formes, mais dans tous les cas, finalement, le point commun de tout ça, c'est effectivement cet advisory board, qu'il soit stratégique ou qu'il soit thématique. Ça reste un comité, finalement, consultatif à la main du dirigeant qui va le réunir, effectivement. Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 2 mois? Pour
Il y a effectivement des comités scientifiques qui procèdent de la même logique, hein. Je pense qu'en fait, ce qui est fondamental pour que, quand on a assemblé ces advisors ou cette somme de compétences, c'est de structurer les méthodes de travail pour que le board prenne. Comme on le dit sur le slide, on assemble, en fait, on prend des individus qui viennent d'horizons et de cultures différentes, qui sont extrêmement compétents et qui ont l'expertise et qui répondent à la demande du dirigeant. Et c'est essentiel, en fait, de définir une méthode pour faire en sorte que la collaboration soit optimisée, que la liberté de parole s'installe et qu'en fait, les points de vue puissent être confrontés de façon saine. Et en fait, toute cette démarche-là, ça fait partie donc des types que l'on veut proposer. On peut utiliser certaines techniques, on peut utiliser une méthodologie pour pouvoir asseoir cette collaboration. Donc, si on passe au prochain slide, voilà. Donc, une des choses en fait que l'on peut faire, en considérant que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, la première chose, c'est de laisser le temps au board de se connaître, de se construire et de s'évaluer. Donc, si vous constituez un board, voilà un exemple de structure que vous pouvez avoir en tête pour planifier et structurer votre engagement. Il y a effectivement des réunions qui se tiennent, donc qui sont les réunions de board, et c'est ce que vous voyez en réunion 1 de N. Mais avant ça, vous avez d'abord une réunion 0 où les advisors peuvent se rencontrer pour faire connaissance et pour discuter ensemble de voilà, comment ils travaillent, de se connaître et de définir la façon dont le collectif du board, les advisors, veulent travailler, quels sont les principes, quelles sont les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc ça permet, et ça se fait sans le dirigeant, parce qu'il faut que les advisors puissent se connaître, et comme ça, c'est beaucoup plus efficace pour le dirigeant. Après, il y a toute une session d'onboarding, où là, c'est une prise de connaissance mutuelle, où les advisors peuvent rencontrer éventuellement l'équipe dirigeante, le COMEX, visiter les locaux, et surtout discuter avec le dirigeant, discuter avec vous des enjeux et définir les critères de succès. Pour que le collectif marche, pour que le collectif fonctionne, il faut qu'il y ait quelque part un objectif commun et qu'il soit clairement établi. Voilà ce qui sera un succès. Donc cette première partie, ce passage en fait et ce moment passé sur qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble et comment pourra-t-on dire qu'on a réussi est extrêmement important et fait partie voilà, de cette session d'onboarding. Après, le board peut se dérouler. Ce qui est important, et on va revenir par la suite en fait dans le prochain slide, c'est d'avoir un processus de feedback continu pour pouvoir prendre la température du board et dire effectivement comment est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce que la collaboration se passe bien, est-ce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on faisait, mais ça je vais le détailler après. Et à la fin de l'engagement, d'avoir un temps d'offboarding où on a la possibilité d'avoir une évaluation formelle de l'engagement, de revenir sur les critères de succès, ce qui permet aux advisors aussi de progresser et d'améliorer pour les prochains engagements. Donc, pensez le temps dans l'engagement avec des étapes qui permettent aux personnes de se connaître et surtout de comprendre d'où elles viennent et de définir la façon dont elles veulent travailler ensemble. Pour le deuxième type en fait qu'on peut utiliser également pour promouvoir la collaboration, c'est de l'intégrer dans le processus de tenue des réunions. Comme indiqué sur le slide, en fait, on ne peut pas décréter la collaboration, la liberté de parole, c'est la confiance en fait. Par contre, inscrire et avoir une méthodologie lorsqu'on tient les boards pour permettre la liberté de parole et pour permettre la collaboration, ça permet voilà, c'est un facilitateur et c'est quelque chose qui leur permet de s'installer. Donc, une des techniques que l'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'animation déléguée, qui est importée du monde du coaching. Et donc, vous avez une petite illustration sur la droite du slide. Cette animation déléguée, elle repose sur deux choses. La première chose, une répartition de rôles à l'intérieur d'une réunion, où on va nommer un facilitateur, on va nommer un timekeeper qui sera différent,
On va nommer quelqu'un qui va pousser à la décision. Donc voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et si ça vous intéresse, en fait, que vous pouvez rechercher sur Internet, il y a beaucoup de littérature dessus. Et surtout, donc, d'avoir un rôle qui est dédié au feedback avec un observateur qui permet de faire un feedback systématique à chaud et en séance sur la dynamique collective. Encore une fois, est-ce que tout le monde a pris la parole? Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain board? C'est des petites choses qui sont extrêmement structurantes dans la tenue d'une réunion et qui permettent encore une fois d'acter et d'intégrer la collaboration et la co-responsabilité dans la tenue de board. Pour l'anecdote, ce sont des choses aussi qui pénètrent le monde des étudiants. Moi, j'étais en réunion de préparation d'ateliers de développement personnel chez Centrale Supélec. Et ce sont des choses, en fait, qui font partie de leur parcours où, petit à petit, on les distille parce que ce sont des best practices dans toutes les tenues de réunion par ailleurs. Voilà, pour l'anecdote, en fait, toute cette pensée et toute cette démarche, en fait, au collège du dirigeant, on l'a structurée. C'est ce que vous voyez sur le slide. Donc, on a une procédure, on a des procédures qui sont documentées et qui intègrent ces principes qu'on vous a exposés. Donc, dans la procédure de recrutement, dans la procédure de tenue des boards, ce sont des choses en fait qu'on retrouve et qu'on a pu décrire ligne à ligne pour permettre à nos advisors d'avoir une tenue homogène et de s'appuyer sur ces best practices. Voilà, et là, les mots sont chacun importants, hein. Effectivement, ceux de nos principes, qui sont nos principes fondateurs, établir la confiance, effectivement, entre le dirigeant et les advisors, c'est fondamental. Développer cette intelligence collective dont Marlène a si bien parlé, c'est le cœur aujourd'hui du collège du dirigeant. On est en fait déjà nous-mêmes un collectif, hein, puisqu'il y a plus de 300 advisors aujourd'hui qui sont réunis au sein du collège, et ouvrir effectivement sur d'autres horizons, ça c'est très important pour que le dirigeant puisse avoir un regard et être aidé, épaulé, challengé par justement un regard croisé de 3 profils, de 3 expériences très différentes. Alors on a justement Laura qui nous questionne et elle nous pose comme question: «Sentez-vous qu'avec les crises récentes, les dirigeants d'ETI sont plus prêts à s'ouvrir aux conseils de pairs exécutifs d'autres domaines?» Alors, on a probablement chacun nos réponses, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a un vrai shift qui a été accéléré ces dernières années et qu'aujourd'hui, oui, il y a une forte ouverture. Il y a une forte ouverture à tous les niveaux, à la fois les dirigeants qui sont à la tête de l'entreprise depuis plus de 20 ans et qui voient effectivement les choses un peu évoluer et qui ont besoin, face à cette technicité et complexité effectivement de leur environnement, d'être mieux épaulés. C'est vrai aussi dans le cadre de nouvelles générations qui prennent, je dirais l'entreprise, les commandes de l'entreprise et qui se posent des questions naturellement d'une autre manière et qui sont eux-mêmes confrontés à d'autres contextes. Donc oui, ma réponse en tout cas est plutôt positive. Voilà, donc peut-être pour conclure cette présentation et avant peut-être de répondre à d'autres de vos questions, que faut-il retenir? Il faut retenir que donc, de manière très naturelle, les dirigeants aujourd'hui, animent, ont ou font part ou sont au cœur effectivement d'un réseau, hein, qui est leur réseau. Ils le font quand même souvent à des fins plutôt, commerciales, plutôt qu'à des fins vraiment, de clarté, de leur vision stratégique. Il existe évidemment des organes statutaires et d'autres types de formes d'organes autour qui sont aujourd'hui réglementés, assez formels, qui ont évidemment leur valeur et leur raison d'être, mais qui ne répondent pas forcément à tous les besoins et toutes les attentes des dirigeants. Et il existe finalement une forme complémentaire, parfois additionnelle d'ailleurs, hein, elle n'est pas exclusive, qui est celle de l'advisory board, donc du comité, du board indépendant, du comité consultatif, dont effectivement l'objectif, au-delà de rompre avec la solitude du dirigeant, hein, qui est claire et qui existe, elle est effectivement d'apporter aux dirigeants une clarté, une capacité à prendre des décisions de manière beaucoup plus sereine et avoir plus clair effectivement dans un schéma avec une collectivité, un collectif d'advisors sur qui il peut se reposer en toute confiance, à qui il peut effectivement tout dire de manière effectivement libérée. Et c'est vrai effectivement des deux côtés, puisque les advisors indépendants auront aussi une parole assez libre à son égard.
tout ça fonctionne, et ça, Marlène nous l'a extrêmement bien explicité, si en revanche les choses sont effectivement structurées, avec une méthodologie, et avec derrière une forme de accountability, en tout cas, pour que à la fois les choses fonctionnent bien, que le dirigeant ait le sentiment que les advisors ont joué le jeu et ont donné la valeur qui était attendue, et que d'une certaine manière aussi le dirigeant lui-même a joué le jeu de cette transparence et de ce dialogue très, très ouvert. Peut-être Marlène, est-ce que tu veux rajouter d'ailleurs un mot ou conclusif de ton côté? Non, non, je pense que la question, est-ce que les dirigeants IT sont plus prêts à s'ouvrir aux pairs exécutifs d'autres domaines? Je dirais qu'ils devraient. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils le devraient. Et pour revenir sur les points d'ouverture, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant de plus en plus important de s'ouvrir. On parle beaucoup de changement de système. On parle beaucoup d'écosystème. Dans le digital, on parle d'écosystème. Il faut travailler sur l'écosystème, sur la chaîne de valeur. Et donc, ça, par nature, ça demande de s'ouvrir à d'autres secteurs. Ça demande de regarder, en fait, ce qui se fait par ailleurs et d'avoir peut-être une ouverture d'esprit qui est différente. Exactement, c'est le sous-jacent. Donc peut-être qu'on peut d'ailleurs publier les résultats du sondage. On va peut-être les voir apparaître normalement du côté droit de votre… voilà, partager les résultats. Donc au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti le besoin d'être challengé, inspiré pour conforter vos décisions stratégiques? Bon, bah écoutez, ni plus ni moins qu'avant, 80%, 20% moins qu'avant. Donc finalement, on est sur quelque chose d'assez stable ici. Deuxième question, quel est l'impact de l'AI générative sur votre entreprise en termes de business, de modèle, de process? Pour l'instant, vous voyez, pas d'impact ou réflexion en cours, 50%. Donc on est encore sur un schéma d'équilibre. Je pense que ces chiffres évolueront très fortement ces prochains mois, à n'en pas douter. Écoutez, voilà, peut-être avez-vous encore d'autres questions. Sinon, de toutes les manières, on sera ravis, bien sûr, à la fois de vous partager cette présentation et de répondre naturellement à vos questions. Vous avez à l'écran notre adresse email générique, mais on y répond bien sûr en général assez rapidement. Et notre site est le collège-dirigeant.fr qui aussi comporte un certain nombre d'informations complémentaires. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes ou en tout cas ouvert votre esprit à une gouvernance innovante. Et je vous dis merci et à très bientôt.